Bonjour à tous et toutes, vidéo numéro 4 sur la question des clips performantiels. Alors jusqu'à présent on avait envisagé des clips qui se rapprochaient beaucoup du pôle authenticité, c'est-à-dire des conditions réelles d'exercice courant de la musique, notamment avec des clips qui dialoguent avec le spectacle de scène. À présent, il faut voir que, bien évidemment, la plupart des performances auxquelles nous assistons dans le clip, des performances instrumentales en playback, sont souvent tournées dans de nouveaux décors, contextes, costumes, situations, de nouveaux contextes DCS, et notamment sur des scènes nouvelles, différentes de celles dans lesquelles on retrouve ordinairement les artistes musicaux. Un bon exemple pour aborder cette question, c'est celui du clip Smells Like Teen Spirit de Nirvana en 1991, réalisé par Samuel Bayer, dont c'était le premier clip, première réalisation qui s'est retrouvée là complètement par hasard. Et probablement, au moment où ce clip est tourné, ni le réalisateur ni même le groupe ne sait encore que ça va devenir tout simplement un des clips les plus fameux de toute l'histoire de ce médium, qui va aussi énormément participer à faire de l'album Nevermind de Nirvana un succès planétaire fracassant et assez inattendu. Autant l'industrie du disque arrive à programmer avec ses méthodes de production et de promotion des cartons, je dirais, enfin des succès attendus, hein, presque de façon un peu automatique, autant parfois il arrive que des succès fulgurants surprennent tout le monde. Et ce fut le cas avec ce disque en 1991. C'est intéressant de le signaler, notamment parce que le groupe Nirvana se présente comme un groupe de grunge, c'est-à-dire une version un peu débraillée, sombre, plus violente, plus acerbe du rock traditionnel, mais se basant quand même sur l'instrumentarium du rock traditionnel, et avec une posture en fait anti-star. C'est-à-dire qu'il y a donc ici une contradiction fondamentale, un paradoxe entre la starification à laquelle ce groupe et notamment son chanteur et guitariste Kurt Cobain a accédé suite au succès de cet album, et la posture en fait qui est revendiquée par le groupe à travers sa musique, à travers son univers culturel, ce qui se voit notamment à travers les vêtements que que les musiciens portent, hein. Là, on parle vraiment du contexte DCS, décor, costume, situation, c'est-à-dire des vêtements amples et informes. Certes, le guitariste-chanteur Kurt Cobain est très charismatique à l'écran, et bon, ça, on va dire, je crois que le réalisateur l'a bien compris et ne s'est pas privé de mettre ça en valeur. Mais en même temps, bah, finalement, ce groupe, il était là aussi, peut-être c'était la raison de son succès. Il a capturé une certaine forme de colère adolescente ou d'angoisse adolescente, avec des chansons au texte parfois assez absurdes, souvent assez ambigus, sexuellement connotés ou assez violents par moments, etc. Bon, en tout cas, il a été en phase avec son zeitgeist, on pourrait dire, avec l'esprit du temps. Il a capturé, on pourrait dire, l'esprit d'une génération, hein. Et ce qui est intéressant dans ce clip, c'est que justement, on voit ce groupe qui est en train de devenir absolument énorme en termes de vente d'albums, qui joue sur une scène qui devient du coup très étonnante pour un groupe de ce calibre. C'est la scène d'un gymnase de lycée. Comme si le groupe était en fait en train de se représenter, c'était un petit groupe de lycéens qui venaient de se former, qui auraient répété dans la cave des parents, et qui donnerait son spectacle à la fête de fin d'année du lycée. On va retrouver l'importance du public, ici un public qui n'est donc un public recruté pour le clip, casté, hein, puisqu'il s'agit d'une situation artificielle, ce n'est pas un vrai concert qu'a donné Nirvana. On va retrouver, donc à travers cette présence du public, l'idée que le public assure une part de la performance aussi. Vous allez voir comment
cette performance évolue au fur et à mesure du clip. Il y a aussi l'idée que le décor est donc assez singulier, le gymnase de lycée, ça connote l'adolescence, ça connote aussi quelque chose d'assez modeste en termes d'exposition médiatique, ce qui convient bien je dirais, à la démarche créative de Nirvana, mais ce qui est un paradoxe total vis-à-vis de sa présence médiatique à ce moment-là. Donc un clip qui est voilà, un peu à la croisée des chemins, qui a synthétisé le succès du groupe, l'émergence de cette musique à ce moment-là, qui a aussi capturé une sorte d'éthos adolescent à travers les attitudes que les musiciens arborent sur scène, leur façon d'être au monde. Et ben ici, c'était pleinement en phase avec le genre musical et c'était pleinement en phase avec ce qu'attendait un certain public pour lequel cette musique et ce clip ont eu une importance de marqueur générationnel quasiment. Alors voici donc la moitié environ du clip de Smells Like Teen Spirit. Alors, un dernier point intéressant sur ce clip, c'est que eh bien, il présente quand même pas mal de plans au ralenti, hein, ce qui est une véritable entorse, je dirais, au réalisme ou à la vraisemblance de l'exécution instrumentale. On ne peut pas entendre la musique à vitesse réelle et voir les musiciens jouer au ralenti en même temps. Il y a forcément un hiatus hein, là-dedans. Mais c'est parce que finalement, plus que de la précision documentaire de l'exécution instrumentale, ce qui compte ici, c'est de capturer l'énergie de la musique. Et comme on a un morceau un peu poisseux, assez lourd en termes de tempo, mais les nombreux plans au ralenti qui émaillent le clip vont parfaitement dans le sens de la captation de cette énergie. Et puis vous voyez que de plus le clip avance, et plus le public qui se tenait sage au départ entre sur la scène, entre guillemets, et commence à véritablement intégrer la performance, les mouvements du public, et une forme de chorégraphie ici qui se met en place, une chorégraphie non préparée bien évidemment, mais voilà, il y a des gestes, des mouvements, une énergie qui passe et qui sont la préoccupation première du réalisateur dans la conception de ce vidéoclip. Alors, parfois on délocalise aussi le spectacle musical, hein, ce qui veut dire qu'on assume parfaitement l'artificialité du contexte DCS, en dehors même de toute scène, même stylisée comme celle de Nirvana ici. On peut par exemple retrouver très fréquemment l'artiste musical dans l'espace public, par exemple dans la rue,
comme c'est le cas avec ce fameux clip aussi de Bittersweet Symphony du groupe The Verve, qui était un des groupes phares de la Britpop des années 1990. C'est un clip qui est réalisé par Walter Stern. Et le clip met en scène non pas le groupe, mais uniquement le chanteur, hein. Donc c'est aussi une des questions qu'on peut se poser à chaque fois qu'on est face à un clip performantiel, c'est est-ce qu'on est face au chanteur uniquement ou à l'ensemble de son groupe. Bah, il est très fréquent que les instrumentistes n'apparaissent pas dans les clips performantiels et que seul le chanteur prenne la lumière de l'image. Ici c'est le cas et le chanteur il chante dans la rue, il interprète son morceau en playback dans la rue. Voici ce que ça donne. Voici donc un clip qui nous montre l'artiste en train de marcher dans la rue tout en interprétant sa chanson. Et quel clip mieux que celui-là peut illustrer le point que nous avons vu lors de la première vidéo consacrée au clip performantiel, c'est-à-dire l'idée que les clips ne présentent pas seulement des performances musicales visuelles en playback, mais présentent également des modèles d'être au monde, des attitudes, hein, des comportements, des styles de vie, des rapports au monde. Ici, c'est un clip qui synthétise parfaitement l'imagerie du rocker rebelle, aussi bien dans la façon de s'habiller, la façon de marcher, et puis évidemment la façon de bousculer les gens sur le trottoir. Et c'est un point intéressant à signaler parce que finalement, toute la discussion en fait autour de ce clip pourrait être de se demander si le clip montre cette attitude au premier degré ou si il le montre de façon distanciée avec un second degré, quelque chose un petit peu parodique, ou avec l'idée que par exemple Richard Ashcroft ici, le chanteur de The Verve, jouerait consciemment sur les codes de la rébellion rock traditionnelle, le code du mauvais garçon, blouson en cuir, qui respecte pas les vieilles dames, etc. Hein, voilà, c'est un peu indécidable dans ce clip, comme d'ailleurs souvent la frontière entre premier et second degré est difficile à percevoir dans de nombreux clips, puisque le clip est vraiment un secteur d'image qui joue avec les images, qui a
en lui-même aussi très souvent un rapport un peu ironique au code de la culture populaire. Et il est parfois compliqué et ambigu de savoir si on est face à voilà, une représentation sincère au premier degré ou face à un jeu conscient sur les codes visuels de la culture de masse. Et donc je vous laisse vous faire votre idée par rapport à ce clip-là. Ce qui est intéressant aussi avec ce clip, là on voit les membres du groupe quand même rejoindre Richard Ashcroft à la fin du morceau, même s'ils ne sont pas avec leurs instruments, ils ont au moins le droit d'apparaître à l'image. Ce qui est intéressant aussi avec ce clip, c'est que si on le met en rapport avec les paroles de la chanson, ce qui est une chose qu'il faut toujours faire, je crois, quand on analyse des clips, on se dit que c'est une belle représentation symbolique de ce que le clip veut exprimer, c'est-à-dire en fait le parcours de l'artiste dans la société moderne, avec l'idée que la vie de l'artiste est une vie douce amère, dans laquelle il y a beaucoup de problèmes et en même temps beaucoup de satisfaction, mais dans laquelle aussi il faut pouvoir avancer tout droit sans trop se soucier des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'artiste doit aussi accepter d'être sur sa ligne et d'être en quelque sorte soit insensible ou en tout cas d'avoir une forme d'égoïsme qui lui permet d'avancer tout droit sans forcément se soucier peut-être du mal qu'il fait ou de heurter les autres, peut-être parce qu'il leur propose dans leur art, dans son art, etc. Bon, vous voyez, il y a toute une sorte de feuilleté de sens symbolique aussi qui, si on associe cette imagerie aux paroles de la chanson surgit. Et le clip, c'est souvent aussi un art de créer des significations potentielles, des significations possibles, à partir du lien entre les paroles de la chanson, le contenu sémantique des paroles de la chanson, et les images, c'est-à-dire un sens qui n'est ni dans les images toutes seules, ni dans les paroles toutes seules, mais qui est dans la réunion des deux. Et peut-être que finalement ce que ce clip nous montre sur le plan symbolique ou métaphorique, c'est un parcours de vie. Ici, synthétisé par un parcours dans l'espace sur le trottoir d'une grande ville. Mais donc tout décor, en fait, que ce soit la scène musicale, que ce soit la rue, que ce soit tout autre décor qu'on peut imaginer, peut être la scène sur laquelle se déroule un clip performantiel. Il peut donc y avoir des environnements qui sont très stylisés. On peut en voir un exemple ici dans Once in a Lifetime 1981 des Talking Heads avec le chanteur Gabriel Byrne qui est également compositeur et qui est également le seul membre du groupe qui va être présent dans le clip. Il a réalisé ce clip avec, non pas Tom, pardon, excusez-moi, mais avec la réalisatrice, vidéaste et danseuse Toni Basil, qui est notamment connue dans l'histoire de la musique parce qu'elle a été le modèle d'un superbe protoclip réalisé dans le cadre du cinéma expérimental par Bruce Conner qui s'appelle Breakaway, et on voit Toni Basil danser avec une chorégraphie largement reconfigurée par les moyens du cinéma. Je vous en parlerai si j'ai le temps de vous faire cette petite séance sur les sources, les ancêtres du vidéoclip. Breakaway, ça date de 1966. C'est Toni Basil qui est également chorégraphe et réalisatrice. Elle fait ce clip, donc Once in a Lifetime, avec Gabriel Byrne pour Talking Heads 1981. On est au tout début de MTV et le vidéoclip apprivoise un nouvel univers pour les performances musicales. C'est l'univers de la vidéo avec ses fonds blancs et avec ces effacements de décors réels, en tout cas, enfin, avec l'idée que les artistes sont dans une espèce de bulle numérique, enfin ou en tout cas de bulle artificielle qui ne peut exister nulle part ailleurs que dans le clip, et avec ces effets d'incrustation et ces petits effets spéciaux que en vidéo on pouvait réaliser très facilement, ce qui est la raison pour laquelle on a tourné beaucoup de clips en vidéo, notamment à cette époque. La vidéo étant un média peu cher, permettant de faire des synchronisations musique-image plus facilement, et permettant donc des sortes d'effets spéciaux naturellement inscrits dans le médium vidéo, des expérimentations d'images qui ont beaucoup intéressé les artistes à cette époque-là. Et puis la vidéo, elle a aussi ce côté un petit peu froid, désincarné, elle n'a pas la chaleur hein, et le grain
de l'image argentique, de l'image de cinéma, et ça peut aussi très bien aller avec une certaine vision du monde et avec une musique qui par exemple veut refléter les travers de la modernité par exemple. Alors pourquoi pas avec l'image vidéo mettre aussi ça en exergue avec cette image froide, un peu très rationnelle, un peu calculée, qui a cette apparence voilà, assez lisse. Hein. Est-ce que finalement les années 1980, années de la vidéo, n'ont pas été aussi des années qui reflétaient ça par rapport à tout un ensemble d'éléments d'existence qui entouraient les gens. C'est un petit peu ce que le clip ici suggère, notamment à travers les paroles de la chanson Once in a Lifetime, qui détaille l'espèce de, je dirais, de délire de la vie quotidienne contemporaine, qui peut confiner au vertige par répétition, à force de répétition, à force de banalité et à force d'absence de sens, en fait, hein, à force d'absurdité. Voici donc quelques minutes de ce clip. Donc vous voyez ici l'exemple déjà d'une performance hein, qui est largement reconfigurée par les moyens de la vidéo, par exemple le très gros plan, par exemple l'incrustation, par exemple la duplication de l'image du chanteur performeur ici qui livre une vraie performance chorégraphique aussi hein, à l'image, son incrustation sur des décors complètement artificiels, etc. Et puis, on retrouve aussi cette ambiguïté fondamentale au message délivré par le clip, puisque ce clip-là, comme beaucoup d'autres, finalement, est un clip critique des travers de la modernité, mais ce n'est pas non plus une critique livrée clé en main, ce n'est pas une critique livrée avec l'idée, attention, nous allons vous montrer quelque chose que nous désapprouvons, et voici ce que vous devez en penser. Non, c'est un clip qui semble épouser d'une certaine façon la vision du monde qu'il est censé critiquer par ailleurs, mais qui l'épouse de façon tellement excessive en fait que le sens critique arrive à ce moment-là. Hein. La portée critique arrive à ce moment-là. Mais il y a vraiment aussi une part d'ouverture du sens et peut-être d'appel à l'intelligence des spectateurs pour comprendre que, évidemment, nous sommes face à une façon de représenter les choses qui est porteuse en elle-même de sa propre critique, de sa propre autocritique, on pourrait dire. On a poussé le curseur beaucoup plus loin que ceux auxquels il est poussé d'habitude dans les grands médias pour rendre le public sensible de l'absurdité de certaines formes de représentation ayant trait à certaines formes
de vie en Occident, dans le règne de la modernité. Et ça, voilà, c'est une ambiguïté qu'on retrouve très fréquemment aussi dans le clip, c'est-à-dire vraiment où se situe la portée critique. On aura d'autres occasions d'en parler, notamment quand on parlera de clips que j'appelle des clips autoréflexifs critiques, et celui-ci en fait partie. Un autre clip intéressant peut-être à montrer pour introduire aussi une autre dimension, c'est How Will I Know de Brian Grant, pour l'artiste Whitney Houston. Alors c'est le clip qui a vraiment fait de Whitney Houston une star. Notamment parce que ce clip comporte ce qu'on pourrait appeler un hook musico-visuel, c'est-à-dire un gros plan de visage de Whitney Houston qui revient fréquemment dans le clip, qui revient tous les 5 ou 6 plans à peu près. Et ce gros plan de visage, en fait, a connu une réussite extraordinaire dans le sens où, alors à quoi ça tient? Ben, bon, simplement, il n'y a rien d'extrêmement poussé dans ce gros plan de visage, c'est juste un gros plan très bien éclairé et dans lequel l'artiste musical a l'air extrêmement sympathique et joli, hein. Rien de plus que ça, mais s'il y a à la fois le naturel de l'artiste et à la fois peut-être la manière dont ce gros plan a capté ce naturel et sa beauté, la beauté de ses traits, qui a rendu le clip très populaire et qui a fait de ce gros plan, voilà, un véritable hook, c'est-à-dire un moment précis de jouissance particulière, de plaisir spectatorial particulier, qui a conduit le clip à être placé en heavy rotation sur l'antenne de MTV. Et l'artiste musical a accédé quasi instantanément au statut de mégastar à ce moment-là. Donc la force du gros plan, finalement, que ces grands cinéastes du cinéma muet des années 1910-1920 ont quasiment découvert, hein, cette force haptique, cette force érotique du gros plan de visage, qui est une véritable spécificité du clip, puisque, encore une fois, en concert, si vous voyez un artiste musical, vous le voyez de loin, et vous ne pouvez pas avoir une proximité aussi grande avec lui. Eh bien, ici, se révèle comme un outil sino-artistique, du moins promotionnel, extrêmement puissant, notamment pour les artistes qui ont des traits physiques agréables. Ce qui est aussi un peu le problème parfois avec le clip, notamment le clip performantiel, notamment dans les années 80, c'est qu'on s'est vite rendu compte aussi que l'agrément que suscitait un clip pouvait parfois être totalement indépendant de la qualité de la musique, ou pouvait être totalement indépendant de la qualité de la mise en scène, mais pouvait simplement tenir au charisme physique, visuel, ou à la charge érotique de l'interprète, ou en tout cas des corps qui nous étaient présentés à l'écran. C'est cette focalisation sur le gros plan ne doit pas nous empêcher de voir que cette performance incorpore de ce qu'on appelle des background dancers, des danseurs d'arrière-plan, ce qui est aussi une chose très fréquente dans les clips. Combien de ces corps de danseurs voilà, entourent des superstars en train de chanter et de danser elles-mêmes aussi d'ailleurs dans les clips de grande consommation. Voilà, on est vraiment dans une formule tout à fait récurrente. On est dans un décor artificiel et stylisé qui est celui d'un studio. Il n'y a pas une inventivité folle à ce niveau-là, évidemment, mais on peut quand même le souligner. Et puis on peut souligner aussi une autre chose que les gros plans sur Whitney Houston nous permettent de dire, et c'est la grande différence entre la grammaire du clip et la grammaire du cinéma. Chose sur laquelle qu'on a déjà un petit peu abordé dans les vidéos d'introduction de ce cours. Une des grandes différences, notamment, c'est particulièrement le cas quand on est dans les vidéoclips performantiels, c'est le registre d'adresse au spectateur. Les artistes musicaux dans les clips performantiels font des regards caméra tout le temps. Et le regard caméra, en revanche, c'est prohibé dans le cinéma de fiction la plupart du temps parce que c'est un regard qui désillusionne les spectateurs, qui les interpelle directement alors que les spectateurs voudraient rester des voyeurs tapis dans l'ombre en train d'observer la vie des personnages de fiction qu'ils sont en train de contempler, sans être dérangés par un regard qui revient vers eux. Le regard caméra révèle aussi la présence de la caméra, donc la présence du tournage. Donc voilà, dans le cinéma de fiction, c'est presque un interdit, parfois transgressé, mais en tout cas très souvent montré comme quelque chose à ne pas faire, alors que dans le clip c'est tout l'inverse. Pour créer ce lien intimiste
entre la star et son public, le gros plan, le regard à la caméra, les yeux dans les yeux, c'est idéal. Donc on a vraiment ici l'exemple de la nécessité aussi d'inventer de nouvelles catégories analytiques, ou en tout cas de ne pas reprendre telle quelle celle du cinéma de fiction pour analyser les clips qui sont des spectacles qui reposent bien souvent sur d'autres ressorts. Voici donc un extrait de How Will I Know de Whitney Houston. Voilà, donc un clip relativement banal hein, dans sa facture, mais qui a cette réussite, enfin, qui est, au moins sur le plan promotionnel, cette réussite fondamentale de ces gros plans de visage de Whitney Houston qui ont eu beaucoup d'impact à l'époque. Et ça permet aussi de parler en fait, d'une stratégie de représentation assez récurrente dans le clip, qui est, pour le coup, là, qui dialogue beaucoup plus avec l'esthétique de la télévision. C'est l'esthétique voilà, de la talking head. C'est l'esthétique du présentateur, par exemple, du journal de 20 heures, hein, qui est cadré sur le haut de son buste pour montrer essentiellement son visage, ses épaules et le haut de sa poitrine, et rien d'autre. Comme si on était face à une véritable tête parlante. Et le vidéoclip va souvent montrer des artistes musicaux sous la forme non pas de talking head, mais de singing head, si on veut être très précis. C'est-à-dire voilà ce type de plan hein, précisément qui délocalise en fait qui nous plonge véritablement dans le regard, dans le visage de l'artiste en abstrayant même son corps à l'image qui passe hors champ. Et vous avez remarqué aussi peut-être au tout début du clip le premier plan qui suit Whitney Houston pendant 20 secondes à peu près, hein, en nous la montrant de dos, pour retarder le moment où on va nous la montrer de face, qui est ainsi présenté dans le clip comme un moment événementiel. Parce que Whitney Houston, c'est la nouvelle star, c'est le produit, hein, c'est son premier clip, et donc il y a cet effet au début de ce clip de retard dans l'apparition de ce visage qui va être ensuite le pôle d'attraction de la mise en scène. Ça renvoie un petit peu à la façon, enfin à toute une esthétique de la pin-up, dans le cinéma hollywoodien ou dans les grands médias, mais ça renvoie aussi à des stratégies de représentation de monstres dans le cinéma fantastique. Il suffit de revoir le premier Frankenstein pour montrer que le report du dévoilement de la créature, c'est une stratégie qui fonctionne bien. Alors pour susciter l'effroi et la répulsion chez James Whale dans le film Frankenstein, et puis ici, par rapport à Whitney Houston, c'est l'inverse, hein, pour créer au contraire l'envie, la curiosité de voir
nouveaux visages d'artistes et de s'en délecter le temps d'un clip, ce qui permet de bien mettre en avant voilà, la dimension fétichiste du vidéoclip et la manière dont le corps de l'artiste musical, de l'interprète ici en l'occurrence, de la chanteuse, est en quelque sorte livré en pâture à notre regard fétichisant de spectateur pendant le temps de la chanson. Et c'est sans doute aussi un des ressorts spectaculaires les plus importants des clips, notamment des clips mainstream. Alors pour continuer dans cette voie-là, la question de l'environnement stylisé, du contexte décor costume situation stylisé, je vous laisse regarder tout seul par exemple le clip de Kanye West Good Life, réalisé par un duo de clippers français qui s'appelle Jonas et François. Qui est un clip qui exploite pleinement toutes les ressources de la création infographique pour placer Kanye West et son acolyte T-Pain, qui vient chanter le refrain ici, dans un environnement qui peut faire penser à celui de Once in a Lifetime, dans sa stylisation et sa blancheur, son minimalisme, mais un environnement qui est pour le coup creusé par les créations infographistes qui sont vraiment arrivées dans le clip au tournant des années 2000 et qui, depuis une vingtaine d'années, sont vraiment partie intégrante de la reconfiguration des spectacles musico-visuels que le vidéoclip nous propose. On en verra d'autres exemples. Vous pouvez également voir le clip très original de Adrien Lagier et Ousmane Lee pour notre rappeur hexagonal Orelsan, un morceau qui s'appelle Discipline et qui téléporte l'artiste musical dans un environnement composé par l'univers numérique de nos smartphones. Voilà, c'est un clip assez étonnant et inventif et assez rigolo aussi, qui livre en fait une nouvelle scène à l'artiste musical, qui est une scène qui, un petit peu comme celle de Once in a Lifetime en son temps, reflète notre être au monde de 2019, c'est-à-dire un être au monde dans lequel un des espaces principaux de nos vies, c'est l'espace numérique sur lequel ouvrent nos smartphones. Et ça pose évidemment la question de quoi se compose aujourd'hui notre environnement de vie principalement. Derrière le jeu graphiste, on peut se poser en tout cas cette question devant ce clip. Je vous laisse l'observer. J'ai dit aussi tout à l'heure que l'instrumentarium enfin que les vidéoclips étaient souvent présents pour les vidéoclips performantiels permettaient souvent de retranscrire l'énergie de la musique à travers des effets d'image, à travers des effets de montage. Et je vais vous montrer ici le début du clip de My Bloody Valentine, Only Shallow, qui date de 1990, réalisé par Angus Cameron. Et il faut dire que My Bloody Valentine arrivait à ce moment-là dans le milieu musical avec une proposition de musique qui était relativement originale, pas tout à fait nouvelle, mais que ce groupe va vraiment systématiser sur cet album qui s'appelle Loveless en 1990, dont est tiré donc le titre Only Shallow. Cette proposition musicale, on l'a ensuite appelée rétrospectivement shoegazing, c'est-à-dire le fait d'observer ses chaussures pendant qu'on joue. Ça voulait dire que les instrumentistes en fait refusaient toute la théâtralité des performances rock traditionnelles sur scène, avaient un jeu de scène très minimaliste, regardaient leurs chaussures en jouant de la guitare, autrement dit, d'où l'appellation shoegazing. Au profit, en revanche, d'un jeu approfondi et complexe sur les textures qu'ils tirent de leurs instruments, et notamment l'idée dans les morceaux de My Bloody Valentine, c'est de composer un véritable mur du son avec les guitares, une sorte presque de bruit blanc, avec des guitares poussées à un très haut point de saturation, et en même temps d'allier ça avec une écriture très pop, avec de la mélodie, notamment au chant, ce qui crée un alliage voilà, entre le côté très, très rêche de la texture musicale et le côté très, très mélodieux par ailleurs du chant et de certaines parties de guitare, qui fait toute la personnalité de ce style musical. Et donc, quoi de mieux que ce clip-là pour parler de la captation de l'énergie de la musique par les moyens audiovisuels, puisqu'il s'agit d'une véritable proposition nouvelle en termes de musique populaire, en termes
façon d'utiliser l'instrumentarium rock, eh bien, il faut pouvoir aussi le traduire à l'image, donner aussi aux spectateurs, aux audiovisionneurs du clip, une forme de guide visuel pour l'écoute, refléter à travers l'image à la fois l'esprit et l'énergie de la musique. Et voici comment s'y prend Angus Cameron dans le clip de Only Shallow. Donc un clip qui démarre, et là on peut aussi rappeler un petit peu ce qu'on disait au sujet du rapport entre musique et image, hein, qui démarre par une synchronisation de coupure très systématique, hein, vraiment sur chaque plan on change de plan, sur chaque temps on change de plan. Sur le refrain uniquement instrumental, et puis quand les couplets arrivent, on est dans un univers plus doux, et là le rythme du montage ralentit, on a des effets de ralenti aussi à l'image, des effets de surimpression. On a toujours en permanence ces espèces de rayures qui renvoient aussi à la guitare, hein, aux cordes de la guitare qui arrivent sur l'écran et qui sont très représentatives du son de guitare massif et saturé sur lequel repose le morceau. Et donc on est à la fois soit dans un univers comme ici sur le refrain instrumental très dynamique, très creusé, voire un peu dissonant, hein, avec cette synchronisation de coupures que nous retrouvons ici, soit on est dans un univers plus ouaté, comme ici, puisqu'on revient au chant, hein, au couplet chanté, plus doux, avec quand même toujours ces espèces de perturbations de signal euh, à l'image qui renvoient aux perturbations de signal que l'on entend dans le son, si jamais on envisage que la saturation des guitares peut être vécue comme une perturbation sonore. Et les effets de ralenti aussi la montrent bien que le but c'est finalement peut-être moins de détailler la performance instrumentale des musiciens que à partir de leur image, capturer l'énergie singulière du style musical qu'ils pratiquent. Alors je vous laisse voir également dans la même veine, par exemple, le clip de John Vermiglia pour Animal Collective, un morceau My Girls de 2009, qui est intéressant aussi parce que il bénéficie de tout. C'est un clip en rotoscopie avec des retouches numériques, il bénéficie vraiment des effets spéciaux contemporains de l'univers numérique pour reconfigurer la performance du groupe. Et c'est un clip qui est intéressant aussi parce que il montre de façon très intensive la marque des instruments dont se servent les membres du groupe, c'est-à-dire qu'il y a un synthétiseur, un échantillonneur et une boîte à rythme, et on peut vraiment voir quels sont les modèles, hein, quels sont les fabricants et quels sont les modèles qui sont utilisés, c'est-à-dire qu'on retrouve ici une sorte de fétichisme de la marchandise, mais un fétichisme qui n'est pas orienté sur des voitures ou des chaussures ou des bijoux, je ne sais quel bien de consommation, qui est orienté sur le matériel dont on se sert pour composer et pour jouer la musique, et on sait que dans l'univers des musiques populaires, ce fétichisme de l'instrument ou de la machine, il est très présent parce que
finalement l'esthétique de la musique repose sur lui, hein, d'une certaine façon, hein. On connaît l'attachement des guitaristes pour certains modèles de guitare, l'attachement des compositeurs d'électro pour certaines boîtes à rythme, etc. etc. hein, donc là, c'est un moment aussi où l'univers de la marchandise et de la technologie et l'univers de la composition et de la création artistique se rencontrent. Le clip très souvent témoigne de ça, et ce clip-là en particulier, mais évidemment, ce n'est pas le seul. Le contexte décor, costume, situation dans lequel se trouve l'artiste musical, évidemment, peut être donc très stylisé, hein, comme on l'a dit. Il peut même être violemment expressionniste, comme c'est le cas dans le clip Closer de Nine Inch Nails, réalisé par Mark Romanek, dont on a déjà parlé et que vous pouvez revoir si vous le souhaitez, puisque c'est un clip donc, qui voilà, place l'artiste musical, ici en l'occurrence Trent Reznor tout seul sans son groupe, dans un univers, dans un décor très chargé qui reflète à l'extérieur les tourments intérieurs de l'artiste tels que les paroles de la chanson les énoncent. Pour revenir sur la question de la talking head ou de la singing head, comme on l'avait commencé à en parler à propos du clip de How Will I Know de Whitney Houston, on peut aussi revenir à la question du rapport entre l'artiste musical et le réalisateur dans le cadre d'un clip performantiel, avec l'idée de savoir si le réalisateur, en l'occurrence, là je l'ai un peu mal écrit, pardon, est-ce que l'artiste musical pardon, est l'auteur ou le commanditaire. Est-ce qu'il participe de la co-création du clip véritablement? Est-ce qu'il peut être considéré comme un co-auteur? Ou est-ce qu'il est simplement le commanditaire, c'est-à-dire celui qui dit au réalisateur, eh bien, comme on disait aux peintres de cour dans les époques antérieures, représente-moi de la manière la plus sincère, la plus valorisante possible, quels que soient les critères de ce qu'on appelle la valorisation. Et qui peuvent varier selon les artistes et les genres musicaux. Alors on peut méditer là-dessus, c'est-à-dire sur l'idée que les clips performantiels seraient un peu les portraits d'apparat de notre époque, c'est-à-dire que les personnages illustres, notamment les stars de la musique, auraient des portraits qui pourraient circuler sans eux et qui seraient là pour en quelque sorte chanter leur gloire, et que ces portraits, ce seraient peut-être les clips au fond, ce seraient des portraits audiovisuels. Et on peut méditer là-dessus, comme sur la représentation de la talking head, c'est-à-dire la représentation obsessionnelle du visage et du haut du corps de l'artiste musical, à partir du clip réalisé par John Maybury pour l'artiste Sinead O'Connor, pour un morceau qui s'appelle Nothing Compares to You, 1990. Clip qui est resté célèbre dans l'histoire du clip pour sa radicalité esthétique, puisque vous allez voir que le principe de la talking head ou de la singing head est vraiment beaucoup plus radicalement appliqué que dans le clip de Whitney Houston. Il devient vraiment ici la base de tout le système expressif du clip. Et par ailleurs, vous verrez quelques vues automnales du parc de Saint-Cloud, où le clip a été tourné. Mais il y a une autre raison pour laquelle ce clip est particulièrement connu et pour laquelle il a particulièrement ému ses spectateurs à l'époque, et pour lequel il a d'ailleurs remporté le MTV Music Award du meilleur clip de l'année en 1990, au nez à la barbe de gigastars comme Madonna, alors que Sinead O'Connor avait un profil beaucoup plus indépendant hein, comme artiste musicale. Elle est souvent compositrice de ses propres morceaux et elle a un registre d'expression qui n'est pas celui d'une star pop mainstream. Mais ce morceau-là, en tout cas, a accédé à... Enfin, elle en a vendu un sacré paquet de singles, notamment parce que le clip est devenu culte, donc pour une raison que vous allez découvrir, un petit détail qui peut être été imprévu dans ces gros plans de visage et que vous allez pouvoir voir très bientôt, donc tout en écoutant peut-être aussi les paroles de la chanson
Nothing Compares to You. Elle chante un amour envers une personne qui lui manque. Comme souvent dans les chansons pop, ce n'est pas très spécifié. On peut imaginer que c'est euh, une personne dont elle était amoureuse, un ou une partenaire de couple. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une personne de sa famille qui serait morte. Enfin, voilà, il y a souvent les chansons pop ont cette espèce de vague dans leurs paroles qui permet à tous les auditeurs de se les approprier et de les transposer à leur propre vécu. Mais dans tous les cas, il s'agit de chanter de manière un peu élégiaque le manque d'une personne aimée qui est absente. All the flowers that you planted, mama, in the backyard, all died in winter. I know that living with you, baby, was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Donc l'atmosphère gothique romantique hein, du parc de Saint-Cloud en automne est bien sympathique, mais ça c'est plus presque une forme de cliché visuel repris ici par le clip. Donc la raison principale du succès, de l'importance qu'a eu ce clip au niveau culturel, c'est la systématisation du gros plan de visage sur l'interprète, Sinead O'Connor. Et vous avez vu donc à la fin que lorsqu'elle répète comme une litanie Nothing compares to you, nothing compares to you, eh bien il y a deux larmes qui coulent distinctement sur ses joues. Et donc c'est vraiment ces larmes qui sont le hook de ce clip parce que bah, elle redouble l'émotion. L'artiste musical ici n'est pas seulement en train d'interpréter un morceau, elle est vraiment en train de le vivre, semble-t-il. Hein. Ça pose la question d'abord de la sincérité de ces larmes, qui sont vraiment une forme d'authenticité finalement, parce que euh, Sinead O'Connor, elle est filmée en très gros plan, devant un fond noir, avec en fondu enchaîné, en surimpression, des images de statues au parc de Saint-Cloud. On est très très loin des conditions authentiques d'exercice de la musique dans la vraie vie. On est dans un univers très artificiel. Or, le fait que, même avec une caméra à 30 cm de son visage, dans un décor noir, en train d'interpréter en playback son morceau, elle arrive à se mettre suffisamment dedans pour finalement réussir à pleurer en l'interprétant, ça donne finalement, ça réinjecte une part fondamentale d'authenticité dans la performance. Même au cœur de la plus grande artificialité, il peut y avoir cette espèce de sincérité absolue de l'artiste qui croit tellement en son texte que même toute seule en studio, devant une toile noire avec une caméra à 30 cm du visage, sans public, etc., elle arrive à faire de cette performance une performance sincère, une performance authentique.
Alors ça, c'est si on imagine que les larmes sont venues spontanément, ce que évidemment beaucoup de gens ont demandé à Sinead O'Connor et ce qu'elle a confirmé. Mais même si on doute de la version médiatique de cet événement, même si on se dit que ça a été préparé et comme une comédienne, elle sait pleurer, etc., on peut imaginer ça, hein, pourquoi pas. C'est quand même une part d'investissement dans l'exécution du morceau qui force l'admiration. Parce que finalement, on aurait dans ce cas-là le cas d'une artiste musicale qui n'est pas seulement une musicienne qui interprète sur scène des morceaux musicaux, mais qui aurait également des talents incroyables de comédienne. Et ça nous permet d'introduire aussi la question qui est que souvent dans les clips, les artistes musicaux jouent des rôles, hein, interprètent des modèles d'être au monde, justement. Quelle est la part du jeu de comédien là-dedans et quelle est la part de la personnalité sincère de l'artiste, de l'être humain qui est l'artiste musical là-dedans? La question est toujours posée et on peut y répondre de façon très différente selon les cas, hein. Mais au fond, peut-être que le meilleur moyen d'y répondre, c'est de considérer que nous n'avons jamais accès à la réelle personne de l'artiste musical et que la seule chose que le clip met en scène, mais il est particulièrement bien outillé pour la mettre en scène, c'est sa persona à l'artiste musical, c'est-à-dire son image médiatique, c'est-à-dire le rôle social que la star musicale joue dans l'espace médiatique à travers sa musique, à travers ses différentes modalités d'apparition visuelle dans les clips, à la télévision, au cinéma, où que ce soit. Et donc là, on revoit, si vous ne l'aviez pas vu tout à l'heure, couler les larmes sur les joues de Sinead O'Connor. Et on peut donc se poser cette question de la reconfiguration même des critères de l'authenticité à l'intérieur de ce qui pourrait être quelque chose extrêmement artificiel. Un clip en gros plan de visage. Un dernier exemple quand même au sujet de la talking head ou de la singing head pour dire que au-delà de l'aspect fétichiste, au-delà de la réintroduction peut-être d'une certaine forme de sincérité, au-delà de l'impact que peut avoir un gros plan de visage selon que l'artiste musical soit physiquement beau ou non, ce qui peut voilà, enfin, être un vrai problème parfois pour certains artistes. En fait, dans les années 80, avec le fait que le clip prenne une partie importante dans la carrière des artistes musicaux, on a vu vraiment des artistes musicaux faire des carrières uniquement sur leur physique, quasiment, et d'autres qui justement n'avaient pas un physique très agréable, voir leur carrière un peu ralentir. Et c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé au moment où le cinéma est devenu parlant. Puisque à ce moment-là, c'est l'inverse, c'est la voix des comédiens qui a été déterminante. Certains comédiens qui passaient très bien à l'écran, mais avaient une voix horrible, ont vu leur carrière brisée par l'arrivée du cinéma sonore à la fin des années 1920. Alors que d'autres comédiens qui peut-être avaient un physique relativement quelconque, mais une voix particulièrement intéressante et charismatique, ont fait des carrières nouvelles. Bon, petite parenthèse que je referme. Tout ça pour dire que la talking head, le gros plan de visage, qui est vraiment une des spécificités de la mise en scène du vidéoclip, une façon particulière pour le vidéoclip d'inventer de nouveaux spectacles musicaux qui ne peuvent pas, que les concerts dans la vie réelle ne peuvent pas produire, enfin, des expériences que les concerts ne peuvent pas produire, notamment une expérience de proximité à travers l'écran. Ce lieu voilà, de fétichisation du visage de l'artiste, qui est la talking head, qui est le gros plan de visage en regard caméra, peut devenir aussi un lieu d'invention formelle. Et là, on est face à des artistes musicaux des réalisateurs de clips, pardon, qui assument totalement l'artificialité de leur médium. C'est notamment le cas de Steven Johnson, réalisateur un peu oublié aujourd'hui, mais qui a réalisé quelques clips majeurs au milieu des années 80 et qui ici s'associe avec les studios Hardman et avec les frères Kay pour réaliser
un clip qui reste encore aujourd'hui comme un des clips les plus fameux de l'histoire du vidéoclip, qui a remporté tous les prix importants en 1986, que l'on attribue au clip. C'est le clip Sledgehammer de Peter Gabriel. Vous allez avoir le chanteur qui n'est pas un canon de beauté, sans vouloir lui faire injure, en gros plan de visage pendant tout le clip, mais l'intérêt principal, c'est tout ce qui se passe autour de son visage, puisque le réalisateur et ses collaborateurs produisent un univers animé d'une incroyable richesse, d'une incroyable inventivité et aussi d'une incroyable musico-visualité, puisqu'il y a vraiment l'idée ici d'une synchronisation musico-visuelle superbe, notamment pour un clip des années 80, hein, on n'était encore pas passé au montage numérique, donc je vous laisse admirer la prouesse, ce qui nous introduit aussi peut-être à une idée qui est que les images d'animation sont peut-être celles qui sont le plus facilement modelables sur la musique parce qu'elles n'ont pas la lourdeur et la pesanteur des choses réelles qu'ont les prises de vue réelles. Et donc on peut vraiment tout faire avec l'animation et on peut notamment créer des images extrêmement musicales. Et on peut se dire aujourd'hui, notamment avec les moyens numériques de retouche des images qui ont été prises en prise de vue réelle et la façon dont on peut les manipuler, on peut se demander si finalement tous les clips qui ont une vraie ambition musico-visuelle, c'est-à-dire qui ont vraiment l'ambition de modeler leurs images de façon très étroite avec la musique, est-ce que finalement tous les clips, qu'ils soient en animation ou en prise de vue réelle retouchée, ne sont pas finalement toujours des clips d'animation? Est-ce que la part visuelle du vidéoclip n'est pas toujours finalement, même quand elle est en prise de vue réelle, rapportable au modèle de l'animation? C'est une question ouverte hein, à laquelle je ne compte pas répondre de manière définitive bien sûr, mais que je vous soumets comme réflexion pour audio-visionner ce clip Sledgehammer de Peter Gabriel. Alors ici, vous voyez par exemple la citation du peintre de la Renaissance Arcimboldo, qui était célèbre pour ses tableaux qui étaient des portraits composés uniquement
enfin recréant des traits de visage à partir de figures de fruits et de légumes. Et bon, c'est un des multiples exemples de l'extraordinaire univers visuel que convoque ce clip, très riche de références multiples qu'on pourrait détailler. Un clip dans lequel Peter Gabriel est une vraie créature d'animation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement tout ce qui bouge autour de lui, il y a également son visage lui-même qui est animé, hein, donc ici parce que un avatar en pâte à modeler l'a remplacé. Mais même quand on le filme en prise de vue réelle, on le filme image par image. Et en l'occurrence, j'arrête un instant la vidéo ici sur cette image intrigante. En l'occurrence, quand il est filmé image par image, eh bien, il est à proprement parler animé, hein. On est en stop motion et imaginez ce qu'a dû être le tournage pour Peter Gabriel, c'est-à-dire qu'il a fallu, pour à chaque 24e de seconde, prendre la pause, une photographie, puis avec bouger de manière très subtile pour prendre une nouvelle pause pour prendre l'image d'après, ce qui donne cet aspect saccadé et anti-humaniste d'une certaine façon à sa gestuelle, à la gestuelle de son buste et de son visage et des traits de son visage. Donc il est vraiment devenu, même quand il a été filmé en prise de vue réelle, une créature animée. Ça montre aussi que le clip, la performance dans le clip, ça peut être aussi parfois une performance en termes de tournage. Je ne sais pas si vous imaginez le travail et le temps qui a été consacré pour tourner un clip comme celui-là, hein, image par image, mais rien que le fait de l'imaginer, c'est vertigineux. On n'est pas du tout dans un clip qui a été tourné en 48 heures, emballé, c'est pesé, euh, pour comment dire, que tout le monde rentre chez soi très, très rapidement, hein. Non, là, on est vraiment en train aussi d'admirer, je dirais, une performance au long cours que l'on devine sous des images, qui est celle de l'équipe de tournage. Et puis le clip, finalement, a aussi ses moments cultes qui sont très nombreux, mais le principal, celui qui a beaucoup plu aussi à l'époque, pour des raisons, je dirais, vraiment très basiques, hein, c'est-à-dire que c'est juste quelque chose de très intriguant, de très rigolo, presque un petit peu surréaliste, hein. On retrouve aussi cette dimension surréaliste parfois dans les vidéoclips. On fera peut-être un petit point sur le lien entre le vidéoclip et le surréalisme un peu plus tard, quand on parlera des clips narratifs dans une prochaine vidéo. C'est donc ce moment où de la danse des poulets, que je vais remettre un peu de son pour vous laisser l'apprécier. Voilà, donc quand on est face à ça, évidemment, on se dit que là, on est dans un spectacle musico-visuel qui est absolument pas reproductible sur scène. On est vraiment allé du côté, dans le pôle de l'artificialité, très clairement, et pour ce faire, on a utilisé au maximum tous les moyens de l'audiovisuel. Alors après, en termes d'interprétation, hein, m'en demandez pas trop, ce clip reflète le joyeux chaos du monde. Il démarre sur des images microscopiques et il va s'achever, vous allez voir, sur des images macroscopiques de l'univers. Enfin voilà, on peut, en le détaillant un petit peu, en parler de façon plus précise, mais l'idée c'est pas forcément d'arriver à une interprétation définitive, comme s'il y avait une sorte de chasse au trésor du message caché, mais simplement aussi l'idée peut-être d'organiser de façon musico-visuelle la joyeuse sarabande du monde, quelque chose que de nombreux clips ont fait, et celui-là est peut-être celui qui a porté cette tendance-là à un point de créativité et d'inventivité extrême. Et puis surtout, c'est un clip voilà, que vous pouvez revisionner pour vous rendre compte à quel point il est remarquable sur le plan de l'alliage musico-visuel. Il ne faut jamais perdre ça de vue, que c'est quand même aussi le but principal du clip, avant celui de montrer l'artiste musical, quand c'est le clip performantiel en tout cas, c'est quand même de composer des images sur de la musique, des images qui sont modelées en termes de composition
vibration, en termes d'énergie, en termes de mouvement, sur l'énergie, la composition et les mouvements du morceau musical d'origine. Et à ce titre-là, ce clip est un vrai chef-d'œuvre. Voilà, bon, je m'arrête ici pour aujourd'hui, à la fin de cette vidéo numéro 4. On n'est pas tout à fait fini hein, sur le clip performantiel, j'y reviendrai. Pour au moins une ou deux autres petites vidéos que je vous enverrai plus tard. Mais déjà, je vous laisse avec cela. Et puis, par la suite, j'espère avant la fin du semestre pouvoir vous envoyer des vidéos sur les clips narratifs et d'autres sur les clips conceptuels qui vous permettront voilà, d'avoir, je pense, suffisamment d'éléments pour finalement avoir eu un bon petit aperçu de ce qu'est l'art du vidéoclip et des enjeux autour de cette forme médiatique et d'avoir suffisamment aussi d'éléments à piocher pour dialoguer et enrichir vos analyses dans les dossiers que vous me rendrez, je le rappelle, pour le 20 janvier. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos jusqu'ici. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me faire vos observations, vos remarques ou vous me posez vos questions par mail. Je reste toujours présent pour y répondre et je vous dis à très bientôt.